C'est la dernière ligne droite. Vous n'avez plus que quelques heures pour décider de vous associer à TV Liberté pour que notre aventure ensemble continue. Alors je sais bien que certains d'entre vous sont là, agacés parfois par nos demandes. Pourtant, elles sont les seules garantes de notre indépendance. Vous le savez, sur TV Liberté, vos programmes ne sont pas interrompus par des publicités pour vous pousser à consommer. Derrière mon épaule, pour préparer nos émissions, aucun milliardaire pour souffler mes propos, aucun parti politique pour dicter notre ligne éditoriale. Seulement nous et vous. Grâce à vos dons, TV Liberté peut se targuer d'une indépendance totale. Ce modèle, c'est aussi celui qui offre la possibilité aux plus fragiles d'entre nous d'accéder à une information de qualité et à des décryptages étayés gratuitement. Car nous pensons que chacun doit être responsable et savoir s'il peut contribuer un peu, beaucoup ou passionnément à notre entreprise d'utilité publique. Ce combat n'existera demain que si vous agissez aujourd'hui. Il reste maintenant peu de temps, jusqu'au 31 décembre minuit, pour faire un don et contribuer à la fabrique d'une information libre, crédible et vérifiée. Vous seul pouvez nous aider à continuer notre travail, alors je compte sur vous. Dépasser les démocraties libérales pour une république populaire, c'est l'ouvrage de Franck Martini. Bonjour à tous et bonjour à vous, monsieur. Bonjour à vous et merci de votre invitation. Voilà. Vous avez une formation de psychosociologue et donc votre ouvrage à propos de ces fameuses démocraties libérales, vous expliquez qu'elles s'affichent souvent comme le couronnement du processus civilisationnel détenant la vérité de l'idée démocratique. On se croirait dans le paradis, dans le jardin d'Éden, à en croire ce qu'on entend tous les jours dans les médias. Comment vous expliquez cette auto-célébration permanente et surtout l'absence totale de leur remise en question à ces démocraties libérales ? Je pense que d'abord, les démocraties libérales ont fait une opération de préemption du concept de démocratie, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on parle de démocratie, on pense immédiatement à la démocratie libérale et pas autre chose. Et puis, il y a un jeu permanent d'opposition, en quelque sorte, de la démocratie libérale avec des différentes formes d'autoritarisme, de fascisme, et donc la thématique est développée sans cesse. Mais on n'a qu'à écouter, nos politiciens ou même l'Union européenne, c'est les démocraties contre le reste du monde. Et elles s'autodéfinissent comme une espèce de camp du bien primordial, qui serait le garant des libertés, c'est le monde libre. Donc on voit bien l'expression. Et ce petit jeu d'opposition est aussi un bon moyen pour éviter de penser des modes alternatifs qui soient réellement démocratiques, mais qui ne soient pas fondés sur les axiomes de la démocratie libérale. C'est-à-dire que cette préemption, c'est déjà la signature d'un narratif. Et je pense que la production de narratifs, c'est une des caractéristiques de ces régimes-là. Mais ça n'empêche pas ces démocraties libérales d'entretenir des relations commerciales avec des pays où l'on pratique la torture. C'est quand même bizarre, non ? Quand on voit ce qui se passe par exemple en Arabie Saoudite, il n'y a pas de problème parce qu'ils ont du pétrole. Il peut y avoir des problèmes, mais c'est quand on a une idée derrière la tête, en général. Voilà. C'est-à-dire qu'on peut se proclamer à la fois le gardien de la morale, le gardien des droits de l'homme, le gardien du bien, savoir faire des affaires quand il le faut, faire avancer ses pions au niveau géopolitique, bien entendu. C'est pas très cohérent, tout ça. C'est pas très cohérent, c'est-à-dire qu'on vend du discours et on a des pratiques, mais on est un petit peu sur le mode faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais, qu'on connaît assez bien. Tout en se drapant dans les vertus de la République. C'est le monde des faux culs. C'est la base de tout, quoi. Voilà. Alors, face à ce pouvoir, vous dites que les populations occidentales sont comme anesthésiées. Qu'est-ce que vous entendez par là ? J'entends deux choses. Les démocraties libérales, elles ont, j'allais dire, deux piliers ou deux moteurs. On peut le dire comme on veut. Le premier, mais il n'y a pas d'ordre de priorité, c'est la fabrique du consentement.
C'est-à-dire que depuis leur début et depuis leur origine, c'est quelque chose qu'on peut noter. C'est-à-dire que c'est des régimes institutionnels qui fabriquent le consentement des populations. Et d'ailleurs, d'une certaine manière, le suffrage universel, c'est déjà une fabrique du consentement, parce qu'on a beaucoup plus de mal à se retourner contre un représentant qu'on a élu soi-même que contre un roi, le représentant d'une autorité qu'on n'a pas nommé et pour lequel oui, on est responsable de notre sort puisqu'on a voté. Voilà, ça c'est le démarrage, en quelque sorte. Mais ensuite, tout au long de leur histoire, et ça se voit évidemment très bien aujourd'hui, fabriquer le consentement de la population, c'est vraiment une chose stratégique, sensible et prise tout à fait au sérieux. D'où la place des médias, d'où la place des institutions culturelles notamment. Ça, c'est le premier point. Donc, il n'est pas forcément étonnant qu'on puisse arriver à une forme d'anesthésie, dans le sens où on a des décennies et des décennies de travail sur l'opinion. C'est pas quelque chose qui est particulièrement laissé au hasard. La deuxième caractéristique, et qui est une souplesse des démocraties libérales, qui est quelque chose de tout à fait intéressant, c'est la capacité à organiser des compromis entre les classes populaires et les classes élitaires. C'est-à-dire que quand ça s'est vu par exemple pendant le New Deal et dans les années 50 aux États-Unis, où on est passé d'un capitalisme un peu sauvage au début du XXe siècle à une forme de prise en compte de l'intérêt de chacun en vue d'éviter de l'instabilité, des problèmes sociaux, des choses comme ça. Et c'est une forme de compromis qui a très bien marché. C'est une des caractéristiques. Alors évidemment, ce compromis, il fonctionne d'autant mieux qu'on est en période de prospérité économique. C'est-à-dire que la redistribution, ça marche quand il y a des choses à redistribuer, évidemment. Sauf que ce compromis, on s'aperçoit qu'il est un petit peu en train de sauter entre le peuple et les élites. C'est-à-dire que pourquoi vous le dites, les élites ont peur du peuple maintenant. Ouais. Le compromis, j'allais dire qu'aujourd'hui a sauté, je vais expliquer pourquoi, tandis que les populations, ou le peuple en général, a toujours le sentiment qu'on va retrouver le compromis, qu'il va y avoir au moment où on va être entendu, qu'on va trouver le bon candidat, que les choses vont se passer, et donc on va retomber sur nos pattes. On s'entête à croire que le compromis va être retrouvé. Or là, on est dans une période historique qui est quand même assez particulière. C'est que tout se passe comme si les élites avaient cassé la machine à compromis. D'une certaine manière, qui est pourtant un des deux moteurs de la démocratie libérale. La preuve, l'absence de référendum respecté en plus. Oui. Et puis des politiques qui font pas le bonheur des classes populaires. C'est-à-dire qu'on est dans une démocratie, mais finalement, les premières victimes de la politique, c'est les classes populaires. Donc ça paraît complètement aberrant, mais enfin, c'est qu'une aberration parmi d'autres. La période historique particulière, c'est lié à deux faits, à mon sens. C'est que d'une part, on assiste à une forme de coagulation élitaire. C'est-à-dire que les élites administratives et les élites économiques sont arrivées à un point de porosité tel que les intérêts des uns sont les intérêts des autres, et notamment en France où on a la chance d'avoir à la fois du capitalisme de connivence et du socialisme de connivence. Comme ça, on a les deux, donc du coup, on a l'impression que c'est la connivence surtout qui est le moteur essentiel. Cette coagulation élitaire qui fait qu'on n'a qu'une élite d'une certaine manière, qui peut être administrative, économique, et puis on peut changer de place, à la mainmise totale sur l'ensemble des institutions culturelles. Les institutions culturelles, je l'entends au sens large, ça va être les médias, c'est les universités, c'est l'ensemble des relais, même par le biais artistique ou autre. Le problème de ces élites, c'est qu'elles ne sont plus nationales, mais c'est qu'elles se retrouvent au niveau... Alors elles sont internationalisées. Ça, c'est le deuxième élément, parce qu'on peut avoir des élites qui sont animées par des factions divergentes, ce qui laisse encore un peu de jeu et de souplesse. Quand vous êtes dans la coagulation, vous avez l'impression d'avoir affaire à une caste. Et donc on va tomber dans l'entre-soi, et ce qui facilite aussi le mouvement idéologique même de l'élite. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que l'espace national n'est plus l'espace pertinent.
C'est-à-dire que c'est des élites transnationales, d'une certaine manière, au moins dans leur idéologie, dans leur façon de vivre ou dans leur vision des choses, elles ont dépassé la nation. Tandis que le peuple, lui, est toujours en attente de son compromis historique, en quelque sorte, et lui, il est toujours sur l'espace national. Et donc là, il y a un découplage, qui est un véritable découplage, lié à la fois à la coagulation et au fait de l'abandon de l'espace national comme espace de perspective et de réalisation. Donc, de fait, qu'est-ce qui va rester ? Puisque le moteur du compromis est abandonné, on va mettre la gomme sur le moteur de la fabrication du consentement. C'est-à-dire qu'on va forcer le consentement. Soit, j'allais dire, il y a une part des élites qui est capable de se rendre compte que tout ça peut amener à des choses extrêmement mouvementées et problématiques et qui donc va essayer de retrouver les possibilités du compromis, donc de revenir sur une logique nationale. Soit il y a une accélération, une fuite en avant d'une certaine manière, qui est une fuite en avant aussi inégalitaire, très clairement, et on va encore plus accélérer sur la fabrique du consentement, donc ça va être des narratifs, ça va être du contrôle de l'information, ça va être une forme d'autoritarisme, ça va être de la censure, ça va être des choses comme ça. Mais en général, quand on sort de périodes de prospérité économique et quand on est dans une forme d'appauvrissement, ce qui évidemment est notre cas, que le compromis classe populaire, classe élitaire a été rompu, ce qu'on se prépare assez mécaniquement, et ça se vérifie d'un point de vue historique, ce sont des périodes de forte instabilité, des périodes de violence, on ne peut pas prédire les modalités, mais dont on est à peu près certain que les modalités du régime n'en resteront pas indemnes. C'est-à-dire que soit c'est la fuite en avant des démocraties libérales telles qu'elles existent, j'allais dire soit c'est la disparition du peuple. Mais je ne pense pas que les deux resteront ensemble pendant des décennies encore. Les dirigeants de nos démocraties libérales s'érigent en modèle de vertu, de morale, et pourtant cela ne les empêche pas d'aller démocratiser les régions éloignées à coups de bombe. Ce côté belliqueux et ce côté moralisateur, comment vous expliquez cette dichotomie ? Je pense que c'est intrinsèque au régime et c'est même intrinsèque d'une certaine manière à la modernité occidentale. C'est-à-dire que le développement du marché, c'est pas le doux commerce. Ça se provoque, ça se crée en quelque sorte, et éventuellement ça se crée par tous les moyens. Donc le développement des marchés, ça peut être la résultante d'une action belliqueuse. Les démocraties libérales sont porteuses d'un ordre qui a pour prétention de vouloir s'imposer mondialement. C'est la source de la mondialisation, mais à la fois sur le terrain culturel, sur le terrain économique et quasiment sur le terrain anthropologique. Voilà. Les démocraties libérales, c'est une machine de guerre au service du marché. Au service du marché et au service des élites administratives qui les dirigent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de complot des riches, il n'y a pas de choses comme ça. C'est une logique systémique qui est à l'œuvre. D'ailleurs, on voit bien avec Donald Trump une inflexion massive. Quand il dit on se recentre sur l'Amérique, Amérique du Nord, Amérique du Sud, on est une puissance, la première puissance, mais on va être une puissance multipolaire parmi les autres. Il introduit déjà, une modification significative par rapport à ce qu'on a pu observer jusque-là. Ce qui n'est pas du tout, par exemple, le cas de l'Union européenne. Vous expliquez bien que ces démocraties libérales s'appuient sur deux idées, la peur et l'émotion, pour faire avancer leur agenda. La peur et l'émotion, c'est quand on a cassé la machine à compromis, quand on fabrique du consentement, et quand on doit un peu forcer sur le consentement, parce que finalement l'ensemble des thématiques qui intéressent la majorité autour de l'immigration, autour de la transition énergétique par exemple,
ce que peuvent dire ou exprimer la majorité de la population n'a aucun intérêt et aucun impact sur les politiques qui sont menées. Il faut quand même faire avaler la pilule. Donc on va passer un cran supplémentaire, et ce cran supplémentaire, on va le passer grâce à des modalités qui sont pas tout à fait innovantes, hein, parce que c'est pas une invention contemporaine, et ça va être effectivement l'émotion, la peur. Ce sera l'ensemble des moyens qui vont permettre à la fois de garantir la cohérence du narratif et de s'assurer que ce narratif-là va être reçu, perçu, voire intériorisé par le plus grand nombre. L'un des principes fondamentaux de ces démocraties libérales, on entend ça dans les classes de primaire, de collège, de lycée, c'est bien la séparation des pouvoirs. Mais vous dites que c'est une imposture, in fine, cette séparation des pouvoirs, et qu'à la fin, c'est bien la finance qui décide de tout. Bon, on va dire que c'est les élites économiques et les élites administratives. Aux États-Unis, c'est un peu plus les élites économiques, ce qui fait que les États-Unis ressemblent plus à une plutocratie qu'à une oligarchie. Mais enfin, on est sur des modalités un peu comparables. Il est bien clair que la séparation des pouvoirs, par exemple, c'est très bien. L'autorité judiciaire, le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, ils doivent être séparés. Et c'est c'est le principe. C'est le principe de l'équilibre institutionnel. Ça fonctionne, sauf quand vous avez exactement le même personnel à l'intérieur de chaque institution, qui est animée à peu près par le même type d'idéologie. C'est la pensée bourgeoise, vous dites. Voilà. Là, vous pouvez séparer tant que vous voulez, si c'est les mêmes qui, d'une certaine manière, sont aux manettes partout dans chaque pouvoir ou dans chaque autorité, à la fin, tout convergera vers la même politique, ou en tout cas vers les mêmes perspectives. Donc là, on voit bien l'effet de la coagulation élitaire, et c'est très problématique dans la remise en cause de l'intérieur, même de la séparation des pouvoirs. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'une réelle démocratie, elle sépare les pouvoirs, certainement, mais elle sépare aussi les puissances. C'est-à-dire que, si l'exemple le plus simple, ce sont les médias, si des pouvoirs économiques ont la main sur ce qui est le plus important en démocratie, c'est-à-dire l'information, les médias, si l'État lui-même, par des subventions ou autres, a un pouvoir d'influence sur les médias, d'une certaine manière, on prive le citoyen de sa capacité à juger, à raisonner, ou très basiquement déjà, à être correctement informé. C'est-à-dire que si on sépare les pouvoirs, mais qu'on ne sépare pas les puissances, on a encore raté une marche. Et évidemment, ça, c'est pas du tout un sujet. Je vous cite, tout l'ensemble de ce que nous avons évoqué plus haut, dites-vous, ressemble à une imposture de haute volée, patiemment élaborée de longue date. À quand remonte cet agenda de la fin de la démocratie ? Je pense qu'il remonte dès l'origine des démocraties libérales. D'ailleurs, comment dire, quand on a notre système actuel, jusqu'à la fin du XVIIIe, on l'appelait un système représentatif. Rousseau disait c'est le système anglais. Mais personne à l'époque n'avait l'idée d'appeler ça une démocratie. C'était bien un système représentatif qu'on distinguait de la démocratie, c'était autre chose, il y a pas de souci. La première imposture, c'est de faire croire que le système représentatif est une démocratie. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a réalisé cette opération-là, toute revendication démocratique va être traduite à l'intérieur du système représentatif. Et on ne peut plus penser en dehors du système représentatif. Donc une des impostures est à ce niveau-là. Et et la deuxième imposture, c'est de proclamer qu'on est là par le peuple, pour le peuple, alors que le système représentatif lui-même évite que ce soit par le peuple et pour le peuple. Alors il permet des compromis avec le peuple, bien entendu, sinon c'est pas viable. Hein, c'est pas un système qui est absolument diabolique ou problématique, mais il est fondé sur ce double imposture-là. Vous dites qu'on vit actuellement un temps d'apocalypse. L'apocalypse qui signifie le dévoilement. Voilà. C'est le dévoilement sur un monde magique, dites-vous, régi par l'argent ? Oui. Alors, soyons clairs, apocalypse, c'est pas la fin du monde. L'apocalypse, c'est le dévoilement. Parce qu'on en est à un point tel les contradictions
que ce qui se voyait assez peu il y a 50 ans, par exemple, se voit très bien aujourd'hui. La maîtrise du narratif, la volonté de perpétuer leur domination par les classes élitaires, le fait de pas entendre le peuple, sauf si ça, à tel moment, si ça peut croiser des intérêts oligarchiques, les tensions qui existent aujourd'hui du point de vue social, du point de vue économique et même du point de vue géopolitique, ont pour vertu de les révéler. Donc c'est la période historique qui révèle le fonctionnement du régime plus que on ne pouvait le voir avant. Ça c'est pour le côté apocalypse. Le deuxième élément, mais qui a déjà, c'est pas moi qui invente ça, ça a déjà été repéré par de nombreux penseurs, c'est que on vit dans un monde du discours qui ne semble innervé que par l'argent. C'est-à-dire on vit dans un monde de narratifs, de récits, d'histoires racontées sans presque plus avoir besoin du réel. Baudrillard parlait de l'hyper-réel en fait, donc le réel du narratif. On vous vend un objet, on vous vend pas tellement l'objet, on vous vend l'histoire qui va avec l'objet. Mais tout est comme ça. C'est-à-dire c'est la société du spectacle permanent et quand aujourd'hui on dit que la politique est un théâtre, ça participe de la même chose en fait. C'est toujours le monde du discours qui finit en matérialisme cynique dont la seule mesure, la seule chose qui reste objective, le seul lien au réel reste l'argent à la fin. Et donc ce faux monde, d'une certaine manière, n'a plus pour seule mesure que la mesure de l'argent, parce qu'il est incapable de produire de toute façon une autre éthique ou d'autres vertus réels qui sont capables de construire les individus. C'est un petit peu le concept du cinéma. J'ai l'impression que les Français sont plongés dans l'obscurité, qu'on leur montre des images lumineuses et qu'ils sont complètement anesthésiés, hypnotisés, comme vous dites. Ils sont pas tous complètement anesthésiés, fort heureusement, mais enfin ça marche quand même. Et donc de ce point de vue-là, il est bien entendu que les innovations technologiques ont commencé avec un peu la radio, beaucoup la télévision et ensuite la diffusion des images sur l'ensemble des écrans sont des leviers extraordinaires pour cette fabrique du consentement qui est obtenue une fois qu'on a baigné dans un discours l'ensemble des populations. Vous reprenez la formule du général de Gaulle qui répond, dites-vous, à une logique nationale et populaire. D'abord la France, puis le peuple, ensuite l'État, enfin le droit. Pour vous, le droit, c'est l'arme ultime pour fracturer la société. C'est l'arme ultime pour fracturer la société quand on a décidé de fracturer la société. C'est-à-dire que le droit n'est pas autre chose que ce qu'on fabrique d'un point de vue politique. C'est-à-dire qu'il n'a pas de vie autonome, il y a des principes sous-jacents qui sont déterminants, mais évidemment, le droit est d'autant mieux accepté quand on l'écrit soi-même. On est mieux servi, d'une certaine manière. Oui, tous les régimes, même autoritaires, sont appuyés sur un état de droit. Le Troisième Reich, c'était un état de droit. Oui, l'URSS aussi, il n'y a pas de problème avec ça. Mais en même temps, on se réclame de l'état de droit comme on se réclame d'une vertu. Encore une fois, on refuse l'arbitraire, c'est la loi qui détermine, mais enfin à côté de ça, le Conseil constitutionnel décide en 1971 d'intégrer le préambule de la Constitution à son champ de compétences, mais ça, c'est une forme de coup d'État juridique qui pose pas problème, c'est-à-dire qu'à la fois on se réclame de l'État de droit comme vertu, et puis quand ça arrange, on fait des entorses, ça ne pose pas de problème. Les gesticulations d'Ursula von der Leyen sur le gel des avoirs russes, c'est exactement du même tonneau. C'est-à-dire, il y a du droit, c'est nous qui l'avons fabriqué, on a un objectif, on va essayer de tordre les choses de telle manière à ce que notre droit nous permette d'atteindre nos objectifs. Et quand vous ne raisonnez qu'en termes d'individus, qu'en termes de consommateurs, qu'en termes d'individus contribuables, et que tous les corps intermédiaires, les communautés, les appartenances, finalement, vous paraissent des choses à éliminer, vous allez vous servir prioritairement du droit pour ça, et en disant que celui qui s'oppose à cet usage du droit est une horrible personne qui refuse l'état de droit. L'état de droit, c'est la pointe avancée qui permet aux démocraties libérales d'aller vers toujours plus d'individualisme, de dissolution du peuple, qui fait avancer, globalement, pour le ramasser d'une formule, un agenda euro-globaliste, quoi. Et vous dites que
face à la multiplication des scandales de ces démocraties libérales, des événements finiront par se produire. Mais en même temps, vous dites que les Français sont complètement anesthésiés avec leurs écrans dans la main qui les obsèdent. Il faut voir qu'il y a des processus de temps long. Comment dire, quand on casse la machine à compromis, et quand on organise d'une certaine manière une paupérisation de part croissante de la population, parce que c'est pas stable, hein, c'est des parts supplémentaires qui chaque année de la population française vont vers la paupérisation. Vous pouvez avoir des leviers, vous pouvez avoir des leviers puissants, évidemment. Un jour ou l'autre, ça marche plus. Alors justement, quand ce dévoilement sera total, qu'est-ce qui empêchera les gens de devenir fous et de faire couler le sang dans la rue ? Pas grand-chose, parce que si on reprend par exemple Peter Turchin, qui est un sociologue américain, il a fait des analyses très intéressantes, notamment à partir de data, disant finalement, aussi bien sur l'histoire américaine que sur l'histoire européenne, on s'aperçoit qu'il y a des périodes de 200 ans à peu près, où il y a une forme de cohésion, d'intégration de la société, une collaboration entre les élites et les classes populaires, à laquelle succèdent des phases de désintégration, qui sont toujours marquées par des formes d'instabilité et des formes de violence. Donc, si on le pense... C'est la fatalité. Vous pensez qu'on ne peut pas briser le cercle de la fatalité ? Si, on peut briser le cercle de la fatalité à condition qu'une part des élites prenne conscience de la situation et se décide à infléchir leur posture, même à jouer parfois contre leurs intérêts à court terme, pour retrouver un compromis qui seul va amener la stabilité et la viabilité dans le temps. Ça dépend de ça. Si il n'y a pas cette faction des élites-là, qui a cette conscience-là et qui va être capable, c'est-à-dire de dépasser son propre court terme, ça va être très compliqué. La formation d'une véritable aristocratie, alors ? D'une contre-élite, à celle qui existe actuellement et qui est une vue, j'allais dire, un peu plus bienveillante par rapport au peuple français. Dépasser la démocratie libérale pour une république populaire à retrouver sur la boutique de TV Liberté. Merci à vous, Franck Martinez. Merci à vous.